Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse dans laquelle, vous l'avez compris, on va parler indice boursier. Un indice, c'est tout simplement un indicateur qui permet d'avoir une indication très rapide sur les mouvements boursiers. À la base, ça a été créé pour ça. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si la bourse française est en hausse ou bien en baisse, plutôt que de passer une par une les un peu plus de 800 actions françaises, vous regardez rapidement le CAC 40 et vous voyez que la bourse française est en hausse ou en baisse de 1, 2, 3 ou 4%. Les indices peuvent être représentatifs d'un pays, comme je viens de le citer pour le CAC 40 ou bien pour le S&P 500 pour les États-Unis, mais ça peut être aussi des zones géographiques plus larges, à l'échelle d'un continent par exemple. Ça peut être aussi des indices sectoriels, des indices sur des segments précis de marché, comme par exemple les grosses capitalisations boursières. Bon, ça c'est plutôt les indices traditionnels, mais par exemple les small caps, les petites entreprises, etc., etc. Je vais m'arrêter là parce qu'après, bon, c'est l'imagination des créateurs d'indices qui n'a pas de limite. Mais on va rester ici principalement sur les indices les plus classiques, c'est-à-dire ceux qui représentent une zone géographique. Et si vous voulez vous amuser à créer un indice, vous allez vous poser deux questions principales. La première question, c'est quelles sont les valeurs que je sélectionne pour mettre dans cet indice, et ensuite quelle est la pondération que je donne à chacune de ces valeurs. Pour la première question, quelles sont les valeurs que je mets dans l'indice? Dans la quasi-totalité des cas, on prend les plus grosses valeurs. Par exemple, pour le CAC 40, ça va être les plus grosses capitalisations boursières françaises. Alors après, techniquement, il y a aussi la notion de flottant, mais on va rester ici sur la question de la capitalisation boursière. Donc, dans quasiment tous les cas, dans le cas d'une zone géographique, on va prendre les 100 premières, les 40 premières, 30 premières, 500 premières en fonction donc du nombre d'actions que vous avez dans l'indice. Et la deuxième question, qui, elle, fait beaucoup plus débat, c'est quel est le poids qu'on va donner à chacune des actions de cet indice. Parce qu'on pourrait penser instinctivement que les indices sont équipondérés, c'est-à-dire que dans le CAC 40, chacune des entreprises, chacune des actions pèse le même poids, c'est-à-dire 2,5%, mais en fait ce type d'indice qu'on appelle équipondéré est finalement plutôt rare. On a aussi un autre type qui est lui beaucoup moins logique, un autre type d'indice qui est pondéré par les prix, notamment avec le Dow Jones, avec le Nikkei, mais dans la très grande majorité des cas, la pondération se fait par la capitalisation boursière. Et c'est souvent ça qui est très critiqué sur ces fameux indices traditionnels, CAC 40, S&P 500, Nasdaq, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne représente pas la manière classique de gérer un portefeuille. Si je prends le CAC 40 par exemple, LVMH, qui est la plus grosse capitalisation boursière française, donc la plus grosse entreprise du CAC 40, elle va peser dans l'indice à peu près 15 fois plus que Thales. On voit que ce choix de prendre la plus grosse, enfin de pondérer par les capitalisations boursières, il est loin d'être neutre, il est très loin d'être neutre. Et donc les critiques qui sont faites avec ce genre d'indice, pour reprendre un autre exemple qui est le S&P 500, avec les 5 premières valeurs qui représentent 23% de l'indice au total, sur quand même 500 valeurs, donc les 5 premières entreprises en équipondéré vont représenter 5% sur 500 valeurs, alors que là, elles vont représenter 23%. Donc on le voit, l'impact est très loin d'être négligeable. Et en général, les principales critiques de ce type d'indice tournent autour de ça, c'est-à-dire qu'on va dire qu'ils sont plus risqués parce qu'ils sont plus concentrés. Ensuite, ils sont principalement investis sur les grosses capitalisations boursières par construction, et ce qui veut dire aussi qu'ils sont fortement investis sur les gagnants du passé. Donc quand on a des tendances très fortes, comme les indices, ce qu'on a vu sur les indices depuis quasiment une dizaine d'années avec la tech, le luxe, etc., on va avoir les indices classiques qui vont surperformer les indices équipondérés. Donc le CAC, par exemple, a été très fortement tiré vers le haut par le luxe. Le luxe a pris une taille énorme dans le CAC 40 aujourd'hui, tout comme la tech a pris une énorme place dans les indices boursiers américains. Et donc, si la tendance du luxe continue, alors on va avoir l'indice classique qui superforme les indices équipondérés. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plus logique de passer à des indices équipondérés, justement ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Parce que, oui, sur le papier, un indice équipondéré, donc un CAC 40 par exemple, qui aurait 2,5% sur chacune des actions, ça paraît simple. Ça paraît simple au moment où on le met en place. Mais la pondération en fait, de l'indice est revue tous les trimestres. Eh bien oui, parce qu'un trimestre plus tard, il y a des actions qui ont monté, qui ont progressé et qui représentent maintenant peut-être 3% du CAC 40, 3,5% du CAC 40. Et à l'inverse, il y en a certaines qui ont baissé, voire qui se sont effondrées et qui ne pèsent plus que 2%, voire même 1,5% du CAC 40. Donc, tous les trimestres, on va
réallouer l'indice pour respecter cette pondération. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Concrètement, on va vendre les entreprises qui ont le mieux performé et on va acheter les entreprises qui ont le moins bien performé, ce qui va contre la logique boursière classique. Donc on le voit, ça a quand même des travers assez importants, l'équipondération. Et un autre travers, c'est que vous le voyez, on est obligé de faire de la réallocation d'actifs tous les mois, ce qui a induit forcément des frais de transaction, etc. Puis comme je l'ai dit, ce qui revient à finalement prendre ses gains souvent trop tôt et à couper ses pertes, enfin plutôt que de couper ses pertes, excusez-moi, c'est de moyenner à la baisse. Donc tant que la valeur va rester dans l'indice, on va racheter pour la maintenir à 2,5%. Alors que pour un indice pondéré par les capitalisations boursières, le nombre de titres est fixe. Donc si vous voulez copier le CAC 40, par exemple, vous achetez la pondération du CAC 40 actuel, là je parle bien sûr du CAC 40 non équipondéré, et vous n'avez pas besoin de faire quelque chose, enfin vous restez investi de la même manière et vous allez continuer à suivre le CAC 40 pendant un certain temps jusqu'à ce que des valeurs rentrent ou sortent. Alors que si vous voulez copier le CAC 40 équipondéré, alors vous devez faire les mêmes rebalancements tous les trimestres. Et on voit le problème, je répète, mais pour les indices équipondérés, les gains, vous allez les couper. Et les pertes, vous allez les maintenir, vous allez moyenner à la baisse jusqu'à ce que la valeur sorte de l'indice. Et justement, on peut prendre le dernier exemple de sortie de l'indice qui est Atos. Atos est entré dans le CAC en mars 2017 à environ 111 euros. Atos est monté jusqu'à 133 euros et sorti en septembre quand elle valait à peu près 45 euros. Et lors de la descente donc d'Atos de 133 à 45, chaque trimestre, l'indice équipondéré a dû racheter du Atos pour maintenir sa position à 2,5%. Et bien sûr, sur d'autres valeurs qui ont très fortement progressé, sur du LVMH par exemple, l'indice a dû vendre du LVMH régulièrement ou du Hermès, même si c'est moins le cas maintenant, mais disons sur les toutes dernières années, a dû vendre du LVMH pour la maintenir à 2,5% de l'indice. Mais finalement, si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde sur un peu plus long terme, les différences de performance entre les équipondérés et les indices classiques, on s'aperçoit que finalement, ils sont assez similaires, ils sont bien sûr extrêmement corrélés, il y a juste une petite différence de pondération, et même si parfois la différence est importante, on s'aperçoit que voilà, sur plusieurs années, la différence de rendement ne va pas être non plus énorme. Mais il y a un autre point que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est avant de choisir un indice, il faut vraiment comprendre à quoi cet indice va nous servir. Parce qu'en fait, je vous ai dit que l'indice permettait de suivre le marché, mais en fait, ce n'est pas la seule utilisation. Donc effectivement, c'est la première utilisation. On suit des indices pour suivre le marché. La deuxième utilisation qu'on peut en avoir, c'est on suit des indices, mais cette fois-ci pour y investir, donc principalement au travers d'ETF. Donc là, on ne va pas forcément choisir les mêmes indices. Et le troisième point, c'est qu'on peut on peut utiliser les indices pour faire du trading et notamment pour faire de l'analyse technique. Et à nouveau, on ne va pas forcément choisir les mêmes indices que dans les deux premiers cas. Si je prends mon exemple, pour me tenir au courant du marché, je vais utiliser vraiment des indices très larges, standards, du type S&P 500 pour les États-Unis, Stoxx 600 pour l'Europe, et puis MSCI Monde, et puis voilà, même chose sur les marchés émergents, etc. Je vais avoir une liste d'indices que je suis. Pour investir, en général, donc au travers d'ETF, on va choisir le même type d'indice, c'est-à-dire qu'on va investir sur des indices géographiques larges, donc soit très très larges comme le MSCI Monde, soit un petit peu plus précis comme S&P 500, Stoxx 600 ou MSCI Europe, mais indices très larges, et puis des indices aussi pays émergents. Mais là où ça devient très différent, c'est quand on commence à vouloir faire de l'analyse technique sur les indices. Parce que vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je ne regarde pas par exemple le Nasdaq ou bien le CAC 40, soit pour m'informer, soit pour investir. Tout simplement parce que je ne vois pas la logique de regarder un indice purement français pour le CAC 40, que ce soit pour suivre les marchés ou bien pour investir. Je ne vois pas l'intérêt d'investir uniquement sur la France. De toute façon, les sociétés qui sont dans le CAC 40 sont tellement de grosses multinationales que ce n'est pas un indice qui est réellement français, donc je préfère regarder ça au niveau de l'Europe. Et pour le Nasdaq, c'est un indice que j'ai vu vraiment évoluer. Et ça, c'est très drôle. Parce que moi, quand j'ai commencé dans les marchés financiers, c'était un peu avant les années 2000 ou début 2000. Et à cette époque-là, le Nasdaq, c'était vraiment un indice de toute jeune valeur technologique, souvent non rentable, puisque bien sûr, c'était à l'époque de la bulle .com, de la bulle Internet. Et donc cet indice était finalement assez homogène. C'était que des petites valeurs d'hypercroissance, Internet, voilà, donc vraiment grosse homogénéité. 20 ans plus tard, plus de 20 ans plus tard, l'indice s'est complètement transformé. Pourquoi ? Parce qu'il a des paquebots
à l'intérieur, donc bien sûr les GAFAM qui représentent une énorme partie. Donc il a d'énormes paquebots, il a toujours des petites valeurs de super croissance non rentables, et puis dedans se sont greffées quelques valeurs d'autres secteurs, des biotech ou autres. Donc en fait, quand je vois la performance ou même un graphique du Nasdaq, je ne sais pas trop quelle est la part de la performance qui vient des petites valeurs non rentables, qui vient des énormes paquebots, qui vient du secteur non-tech, etc. Pour moi, le Nasdaq, en tant qu'information ou bien en tant qu'investissement, ce n'est pas un indice qui me plaît aujourd'hui. Si je veux regarder les petites valeurs non rentables, les tech non rentables, alors je vais plutôt regarder par exemple le fonds Ark Innovation de Cathie Wood, qui est vraiment spécialisé dans ce type de valeurs. Et puis si je veux voir ce que donnent les gros paquebots américains, alors je vais regarder le S&P 500. Mais alors, est-ce qu'il faut jeter des indices comme le CAC 40 ou le Nasdaq à la poubelle? Ben, pas du tout. Parce que pour tous ceux qui font de l'analyse technique, l'important, c'est pas est-ce que l'indice est un indice de qualité ou pas, l'important, c'est est-ce que l'indice est suivi ou non. Et il se trouve que le CAC 40, en France, est un indice qui est très suivi. Et il se trouve, et vous savez bien, que le Nasdaq aux États-Unis, c'est aussi un indice qui est très suivi. Et quand je dis suivi, c'est regarder avec les gens qui connaissent les niveaux clés, etc. Et je vous disais en Europe que je regardais le Stoxx 600. Le Stoxx 600, c'est pas un indice qui est utilisé par les personnes qui font de l'analyse technique, ou même le MSCI World qui est très utilisé dans les ETF, très traqué par des ETF ou très utilisé par des investisseurs long terme, mais il n'est pas très utilisé, vous n'allez pas entendre un analyse technique qui va vous donner des niveaux clés sur du Stoxx 600 ou bien sur du MSCI World, alors qu'il va le faire sur du Nasdaq et sur du CAC 40. Donc c'est pour ça qu'il faut bien savoir à quoi vous voulez utiliser ces indices en fait. Et plus les indices plus vous voulez investir dessus ou avoir de l'information, et plus il faut que les indices soient bien construits et une vraie logique. Et plus vous voulez faire de l'analyse technique, plus il faut qu'ils soient suivis. Même si je le disais, la logique du CAC 40 aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est un indice qui n'est plus très logique. Même chose pour le Nasdaq, mais pourtant ils vont rester très utilisés pour tout ce qui est analyse technique. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi à vous quel type d'indice vous utilisez, quels sont ceux que vous regardez le plus, ça m'intéresse énormément. Mettez-moi ça en commentaire. Et puis je vous dis à nouveau merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et à bientôt pour une autre vidéo.